dans Autrement Politique, votre rendez-vous hebdomadaire qui explore la politique en profondeur et sans détour. Aujourd'hui, nous abordons deux sujets majeurs pour le présent et l'avenir de la Côte d'Ivoire. D'un côté, le processus électoral à quelques mois d'un scrutin crucial. De l'autre, le système éducatif ivoirien de plus en plus décrit comme en crise. Autrement Politique, c'est l'émission pour vous, pour nous, pour tous. Alors que l'élection présidentielle d'octobre 2025 approche à grands pas, où en est-on du processus électoral? Quelles avancées? Quels blocages? Et surtout, quelles garanties pour un scrutin inclusif et transparent? On en parle tout de suite avec le docteur Cabran Estelle Gisèle, enseignante-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, troisième adjointe au maire de la commune de Ouélé, présidente UFPDCI RDA urbain du département de Ouélé, et M. Alexis Nguessan, conseiller spécial du président du PDCI RDA en charge des nouvelles technologies. Bonsoir et bienvenue sur notre plateau, très chers invités. Avant d'aborder le premier thème qui nous réunit ici ce soir, j'aimerais savoir quel est le sujet d'actualité qui vous a le plus marqué ces derniers jours. Honneur aux dames. Merci. Merci à M. Guiraud. Merci pour l'honneur que vous me faites de venir sur ce plateau pour parler du PDCI RDA et de notre pays. Ce qui m'a le plus marqué ces dernières semaines, c'est la tsamophobie. Tsamophobie, entendue par là, la haine que certaines personnes ont contre le président Cheikh Tidiane Thiam. Ces dernières semaines, on voit des personnes qui perdent leur vocabulaire, qui se trompent dans leur vocabulaire et qui disent des choses qui vont au-delà de ce qu'on devrait pouvoir entendre dans un pays démocratique, dans un pays où on veut la paix. Donc, cette tsamophobie est de plus en plus grandissante. Merci. Merci. Monsieur Nguessan, pardon. C'est un honneur pour moi d'être sur ce plateau qui, depuis quelques semaines, devient un rendez-vous habituel de l'ensemble des Ivoiriens. De plus en plus d'Ivoiriens écoutent Autrement Politique et je voudrais d'abord vous féliciter pour la qualité du travail que vous réalisez. L'actualité, en fait, politique est très fournie. Mais je voudrais revenir essentiellement sur un fait. Lequel? C'est l'interview que notre président, le président Tidiane Thiam, président du PDCI, a accordée à la chaîne de télévision ITV News. Cette interview a été diffusée mondialement et il dit dans cette interview des éléments qui sont très forts. Il tire sur la sonnette d'alarme et le monde commence à écouter et à entendre le cri des Ivoiriens pour avoir plus de transparence et plus de démocratie. Je voulais vraiment inviter tous vos auditeurs, tous nos auditeurs à aller regarder cette interview qui se trouve d'ailleurs sur la page du PDCI RDA, sur la page du président Tidiane Thiam, parce qu'à l'intérieur, il dit des choses très fortes qui vont constituer des éléments d'avancée pour la démocratie dans notre pays. Que tout le monde aille regarder cette interview. Merci à vous, très chers invités, pour ces informations. Nous revenons sur le premier sujet central de notre émission, la première phase du contentieux électoral. Quel est votre bilan à chaud de cette première étape? Merci de poser cette question. Je voudrais lier cette question au premier sujet que j'ai abordé quand nous avons commencé cet entretien. C'est l'un des sujets centraux que le président du PDCI, le président Tidiane Thiam, aborde dans l'interview dont j'ai parlé. En fait, quand vous regardez le travail qui a été fait au niveau du contentieux, quand vous regardez la réaction des différents partis politiques, on s'en va directement vers une catastrophe. Et c'est pour ça qu'il tire la sonnette d'alarme. Toutes les revendications que les partis d'opposition ont mis sur la table, tous les éléments qu'ils ont pu démontrer, argumenter pour que les choses se fassent autrement, ont été comme balayés du revers de la main. Et la CEI s'est contentée de venir afficher des éléments qui étaient déjà pré-arrêtés. Disons-le tout net, cette première phase du contentieux électoral a accouché d'une souris. Merci, M. Nguessan. Madame Cabran, êtes-vous du même avis? Je suis parfaitement d'accord avec M. Alexis Nguessan quand il dit que ce contentieux a accouché d'une souris. En effet, dans ce contentieux électoral, nous avons pu remarquer qu'il y avait de nombreuses irrégularités. On peut avoir quelques exemples? En Côte d'Ivoire, des femmes peuvent avoir plus de 50 enfants. 50 enfants, c'est assez intéressant. Si ces femmes-là ont pu faire les enfants, des jumeaux, plusieurs jumeaux, des triplés. Mais ce qui est anormal sur cette liste électorale, c'est que ces enfants n'ont pas le même âge. Ils sont souvent espacés de 5 mois. Et ce qui est encore plus curieux, c'est que les pères de ces enfants sont différents. Cette femme-là, Coulibaly Fanta, elle devait pouvoir avoir Henrico Guinness parce qu'elle a 20 enfants. Et ces enfants-là sont espacés de 5 mois, souvent d'1 an.
Autre irrégularité, c'est le fait d'avoir sur cette liste électorale des personnes qui ont plus de 175 ans, d'un pays où l'expérience de vie est de 59 ans. Et c'est curieux que ces personnes qui ont plus de 150 ans, 75 ans, ne puissent pas être dans le livre de record Guinness. C'est curieux. En Côte d'Ivoire, on se rend compte qu'on a un exode urbain le plus important. Alors que la tendance internationale mondiale demande que les gens quittent le village pour la ville, en Côte d'Ivoire, on se rend compte que les gens quittent la ville et partent au village. Le cas le plus important, c'est 1400 personnes qui ont quitté Marcory pour se retrouver à Tabagne. C'est curieux. Enfin, dernière irrégularité dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'en Côte d'Ivoire, tantôt, il y a des personnes qui sont tantôt des hommes, tantôt des femmes. Merci. Au-delà de tout ce que vous avez cité, est-ce qu'il y a d'autres irrégularités que vous souhaiterez soulever, M. Nguessan? Oui, nous en avons. Je ne sais pas si vous avez suivi la déclaration de la Coalition pour l'alternance pacifique de Côte d'Ivoire, en abrégé CAP. Il est démontré que même les personnes qui sont sur cette liste, plus de 6 millions de personnes, ne répondent pas aux critères de la loi. La loi dispose qu'il y a un certain nombre d'informations qui doivent être fournies sur la liste électorale. Et quand vous analysez le fichier actuel, il y a plus de 6 millions de personnes qui n'ont pas pour lesquelles les informations ne sont pas exhaustives. Donc oui, cette liste électorale est remplie de beaucoup d'irrégularités. Au regard de tous les éléments énumérés, pouvez-vous nous dire si la commission électorale indépendante joue son rôle de garant de la transparence et de la qualité dans ce processus électoral? Vous parlez de commission électorale indépendante. Mettons ça en guillemets. Mais regardez les dernières décisions qui ont été prises. Que ce soit par le PDCI, qui avait été précédé par le PPACI, nous avons des gens qui ont été présidents de la République. Nous avons des députés, nous avons des maires qui analysent tout ceci et qui prennent la décision de suspendre leur participation à la commission électorale. Je voudrais que désormais on puisse mettre ce mot indépendant en guillemets. L'exemple a été donné. Un certain nombre de revendications sont mises devant. Il est demandé à la commission électorale de procéder à une nouvelle révision de la liste électorale, conformément à la loi pour l'année 2025, conformément au budget qui a été voté. Curieusement, la réponse ne vient pas de la commission électorale. La réponse vient d'où? D'un autre parti politique. Comment se fait-il qu'un parti politique se transforme en caisse de résonance ou en répondeur automatique de la commission électorale? Donc pour moi, il est clair que cette commission s'est décrédibilisée. Et je trouve que les partis de l'opposition prennent leurs responsabilités en disant « Nous suspendons notre participation. Nous ne voulons pas nous associer et crédibiliser quelque chose qui est visiblement vicié à la base. » Donc il faut en tirer les conséquences. Merci, M. Nguessan. Madame Cabran. Ok, deux choses que je voudrais ajouter à ce que M. Alexis Nguessan a dit. C'est le fait que les électeurs fassent leur enrôlement dans des lieux de vote et pour faire les réclamations, on leur demande de partir dans les CEL. Les commissions électorales locales. Oui, effectivement, les commissions électorales locales. Moi, par exemple, je fais mon enrôlement à Kanakro, dans un petit village. Et pour faire ma réclamation, on me demande de partir à l'intérieur de la ville de Bouaké. Et souvent, ces personnes n'arrivent à parcourir 70 km. C'est un frein à la réclamation de ces personnes. Autre chose, le fait qu'on enlève aux partis politiques le pouvoir de pouvoir faire des réclamations. La loi électorale demande que seuls les récurrents, les électeurs, puissent faire des réclamations. C'est vrai, c'est écrit dans la loi électorale, mais est-ce que c'est juste? Justement, sur ces questions de texte, n'est-il pas trop tard pour soulever ces problématiques? Justement, ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard parce que depuis 2 ans, les partis d'opposition, que sont le PDCI, le PPACI, demandent un dialogue avec le gouvernement pour repenser, pour revoir donc le processus électoral, pour revoir les lois qui permettraient d'avoir une élection inclusive et transparente. Et ce n'est pas fait. Et aujourd'hui, si on en parle,
je pense que c'est le moment de reformer la CEI pour qu'on puisse parler de toutes ces questions. C'est bien cela. Je vais vous paraître un peu idée fixe en revenant chaque fois sur l'interview que le président a eue hier. Il a dit quelque chose de fondamental dans cette interview. De quoi s'agit-il? Mais la dernière fois qu'on a eu des élections sans violence en Côte d'Ivoire, ça remonte à 35 ans. Est-ce que vous trouvez acceptable? Je ne veux pas du tout diminuer la valeur du Libéria, mais le Libéria est un pays qui a connu une guerre. Ils sont à leur 3e, 4e élection. Les résultats sont acceptés par tous. Pourquoi chaque fois on doit, nous, en Côte d'Ivoire, être en train de s'inquiéter quand nous approchons les échéances électorales? Je vais vous donner l'exemple du Ghana. Le Ghana a une élection. Ils ont eu plusieurs élections. Les présidents se succèdent. Quand on demande aujourd'hui, quand il y a un problème important au niveau du Ghana, tous les anciens présidents se réunissent. Parce que la démocratie existe. Je vais même donner l'exemple du Mali. Le Mali a connu, c'est vrai, aujourd'hui, le Mali vit dans une situation qui est difficile, avec une situation de transition militaire, mais le Mali a connu des élections où les résultats ont été acceptés. Ce n'est jamais arrivé en Côte d'Ivoire. Donc, il est temps que les acteurs politiques ne pensent pas à aujourd'hui, mais qu'ils pensent aux générations futures, à mettre en place un système démocratique qui permette des élections transparentes et que le résultat soit accepté par tous. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Le PDCI n'est pas resté inactif. Nous avons travaillé à ce que nous puissions avoir des outils pour garantir la transparence des élections. Je reviendrai dessus si vous m'en donnez l'occasion. En parlant du PDCI RDA et des outils, le PDCI RDA et le PPACI se sont retirés de leur commission électorale indépendante. Quel commentaire faites-vous de cette action? Mais c'est une logique, c'est très logique. Si on a une CEI qui ne permettra pas de garantir de l'élection transparente et inclusive, qu'est-ce que ces partis cherchent à rester dans cette commission? Pour moi, c'est légitime de sortir pour qu'il y ait un dialogue politique en Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse faire une réforme qui permettra enfin. Tout à l'heure, M. Alexis a dit 35 ans. 35 ans, c'est beaucoup trop. Depuis 1990, il y a toujours des crises préélectorales et post-électorales. La Côte d'Ivoire est un pays de paix. Le père fondateur de la Côte d'Ivoire a dit que la Côte d'Ivoire était un pays de paix et tout a été mis en œuvre pour qu'on soit en paix. Mais pourquoi depuis 1990, on ne peut pas organiser des élections qui puissent être paisibles pour les Ivoiriens? Je voudrais rajouter une chose. Allez-y. C'est une main tendue. Le PDCI et le PPACI tendent aujourd'hui la main au gouvernement. Ils envoient un signal en leur disant on est en train d'aller droit dans le mur. On suspend notre participation. Pour que vous puissiez comprendre la gravité de la situation. Je reviens toujours aux déclarations et aux interviews de notre président. Quand il est passé la dernière fois sur la chaîne de télévision TV5 Monde, il a dit, en 2010, j'ai parlé, mais j'ai parlé peut-être un peu tard. 2020, bis repetita. Cette fois-ci, je prends la tête d'une formation politique et je ne veux pas parler tard. Nous avons encore le temps de faire la RLE. Les chiffres du passé l'ont montré. Juin, juillet, on peut faire une RLE. Nous avons encore le temps. Nous avons encore le temps de le faire. Nous avons encore le temps de faire l'audit de la liste pour ressortir ce qui peut être confligène. Nous avons encore le temps de le faire. Et le président du PDCI, aujourd'hui, parle avec beaucoup de recul, beaucoup de temps en avant, et il interpelle non seulement les acteurs nationaux, mais il interpelle les acteurs internationaux. Ne venez pas jouer aux médecins après la mort. On a le temps aujourd'hui d'intervenir pour éviter les catastrophes que nous avons connues dans le passé. C'est une main tendue. Nous invitons réellement le pouvoir en place, les organes qui restent à la CEI, à saisir cette main tendue pour qu'on puisse dialoguer. Une fois de plus, arrêtons-nous et commençons à discuter. De manière concrète, on aimerait savoir quelles sont les actions concrètes que vous proposez pour sécuriser ces élections présidentielles et éviter le maximum de fraude. Avant même de parler de sécurisation de l'élection présidentielle, on nous parle d'une prochaine
d'un prochain affichage de la liste électorale avant les élections. Mais voyez-vous, combien d'Ivoiriens n'ont pas pu s'inscrire sur la liste électorale? Moi, j'ai eu la chance de parcourir les hameaux, de parcourir les quartiers. Et le dernier jour, j'étais à Bingerville avec le porte-parole du PDCI pour sensibiliser les jeunes, parce que c'était un devoir citoyen de participer au débat démocratique qui se passe dans le pays. Mais comment voulez-vous enlever ce devoir, ce droit plutôt, aux jeunes qui veulent participer au débat dans leur pays? On est arrivé à Bingerville, on s'est rendu compte qu'il y avait de nombreux jeunes dans la liste, dans la file plutôt, mais on a empêché à ces jeunes de pouvoir s'inscrire sur la liste électorale parce qu'il était 17h. Mais pourquoi? Pourquoi, en tant qu'Ivoirien, on enlève le pouvoir à ces jeunes de pouvoir décider de leur lendemain, de pouvoir décider du choix de ceux qui vont pouvoir diriger la Côte d'Ivoire pour eux et pour leurs enfants de demain? Merci, Dr Cabran. Monsieur Nguessan. Les systèmes de sécurisation, là vous rentrez dans mon domaine, celui des nouvelles technologies, ce sont en fait des outils, ce sont des plateformes. Mais ce n'est pas la base. La base, c'est d'abord de créer un système de confiance. Une CEI dans laquelle tout le monde a confiance. Comment y parvenir, justement? Mais je vais vous donner quelques chiffres pour vous orienter. Depuis 2010, où au premier tour de l'élection, on a eu un taux de participation de 83%, au deuxième tour 81%, aucune élection en Côte d'Ivoire n'a atteint ce niveau de participation. Comment vous pouvez comprendre? Je prends le chiffre, juste 2021, les dernières élections législatives 2021. Plus de 30 millions d'Ivoiriens, il y a 2 700 000 qui ont participé aux élections. La raison est simple. C'est que le système électoral a méthodiquement détruit la confiance des Ivoiriens dans le vote. Les gens ne vont simplement pas voter. C'est vrai, on a la question des papiers. La RLE, qui a été réalisée en 2024, a réglé une partie du problème pour à peu près 900 000 Ivoiriens, un peu plus de 900 000 Ivoiriens, et 500 000 qui ont changé de bureau de vote. Il y a aussi, au centre du fait que les gens ne vont pas voter, qu'il y a un problème de confiance. Rentrez sur les panels, parlez avec les Ivoiriens. Ils vont vous dire, je vais faire ça, à quoi ça va servir? Donc, ils doivent avoir l'impression que leur vote va compter. Je vais vous dire, le président du PDCI a dit quelque chose à Soubré. Il a dit aux Ivoiriens qui étaient rassemblés que c'est le bulletin de vote qui va vous donner les écoles, les centres de santé, les instituteurs, les médecins que vous attendez. Ce n'est pas la Kalachnikov, ce n'est pas la machette, ce n'est pas le gourdin. Ce n'est pas ça, c'est le bulletin de vote. Ce message a été entendu. Les gens sont prêts à s'enrôler sur la liste électorale. Certains l'ont fait. Il y a encore des personnes qui sont en attente. Mais si on ne fait pas la nouvelle révision de la liste électorale, si le système électoral n'inspire pas confiance, à la fin, les Ivoiriens vont vous dire à quoi bon me déplacer? C'est cette façon que le système électoral a eu de détruire la confiance qui explique une partie du taux de participation. Vous vous rendez compte? 2 700 000 personnes pour une élection législative en Côte d'Ivoire. 2021. Pour aller voter les lois. Grosso modo, vous avez le parti au pouvoir qui a eu 1,3 million. Vous avez le PDCI 700 000 à grosse maille. À grosse maille, les chiffres. Et juste une parenthèse, parce que ce n'est pas notre sujet. Mais même quand vous regardez ces chiffres, ça pose un autre problème. Un problème fondamental, celui du découpage électoral. Vous avez 50% de l'électorat, mais à l'Assemblée nationale, vous vous retrouvez avec 70-80% de l'électorat. Il y a un problème. Mais je ferme la parenthèse, ce n'est pas notre sujet en ce moment. Le sujet que nous avons, c'est quel système nous mettons en place pour que les Ivoiriens aient confiance dans le système et qu'ils se déplacent. Parce que s'ils ont confiance, ils vont se déplacer pour aller voter. La dernière chose qu'il va falloir faire, dès l'instant où on aura un système bien mis en place, c'est de garantir que la voix, le bulletin qui a été déposé dans l'urne à Niakara soit fidèlement retranscrit au niveau national et au niveau international. Et pour ça, nous le pouvons. Nous avons les moyens de le faire. Je vous donne quelques chiffres encore. J'en donne beaucoup. Aux États-Unis, 160 millions de votants.
On finit les élections à 17h, 18h, 20h, 21h, les premiers résultats ont commencé à tomber. Au plus tard, dans la nuit, on connaît le président. La France, 50 millions, même scénario. Ghana, 16 millions je pense, oui, même scénario. Pourquoi on n'est pas capable de le faire en Côte d'Ivoire? En tout cas, au niveau technologique, cela est faisable. On veut des exemples concrets, justement, de comment sécuriser ce processus électoral. Écoutez. Aujourd'hui, quand on veut être transparent, quand on n'a pas des arrière-pensées, les nouvelles technologies offrent des solutions. Quelques-unes. Chaque vote qui va avoir lieu, chaque bulletin qui va être mis dans l'urne, dès l'instant où nous commençons les décomptes, l'information sera disponible au niveau du PDCI. Chaque Ivoirien ayant voté à Katiola ou à Beomi sera capable de voir sur une plateforme que nous allons mettre à disposition la corrélation entre les votes qui ont été décomptés dans son bureau de vote à Katiola ou à Beomi et ce qui est affiché au final par la CEI. Chacun pourra faire ce contrôle. Et la solution que nous mettons en place n'est pas uniquement pour le PDCI. Nous ouvrons cela à l'ensemble des partis politiques qui le souhaitent, aux ONG, aux organisations de la société civile, et même à l'international. Que ce soit des cabinets d'audit, que ce soit des organisations qui s'intéressent à la question de l'élection, comme NDI, la Fondation Carter, qui s'intéressent à la question des élections, auront accès à cette plateforme, pourront l'auditer et sauront exactement que le résultat qui est transcrit par la CEI pourra être comparé à ce que nous avons sur notre plateforme et cela pourra être comparé à ce qui s'est passé dans le bureau de vote. Avec ce niveau de transparence, si vous garantissez aux Ivoiriens que leur bulletin va servir, que ça va compter, ils vont se déplacer, ils vont aller voter. Et c'est ça notre message. C'est ça notre message. Merci. Madame Cabron, souhaitez-vous réagir? La fraude électorale, éviter la fraude électorale part déjà de ce qu'on puisse revoir la liste électorale. À l'entame de nos propos, nous avons parlé des irrégularités importantes sur cette liste. Il faut un audit de la liste électorale pour éviter la fraude. Grève à répétition, frustration des enseignants, inquiétude des parents d'élèves, le monde éducatif ivoirien semble traverser une période de turbulence. Le système est-il réellement en crise? Quelle réponse apporter pour redonner confiance à tous les acteurs? Très chers invités, le monde de l'éducation en Côte d'Ivoire est-il en crise, selon vous, vu des événements récents? Oui, le monde de l'éducation en Côte d'Ivoire est en crise. Quand on regarde les infrastructures qui permettent de donner des cours, on peut dire que le monde éducatif est en crise. Il y a un manque criant. Vous avez vu dernièrement à Angré, des salles de classe où il n'y a même pas de banc. Les enfants sont assis à même le sol pour prendre des cours. On n'a pas vu ça sur le PDCI RDA. Houphouët-Boigny a voulu que l'éducation soit le pilier de la Côte d'Ivoire, en dehors donc de l'agriculture dont il a parlé. Houphouët-Boigny a voulu que l'enseignement puisse être important, l'enseignement puisse être mis en avant, parce que c'est l'éducation qui permet de former les de demain. Et donc, quand ce système est mis à mal, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est mise à mal. Si l'éducation n'est pas très bien, c'est le policier qui ira sur la route qui ne sera pas bien formé, c'est le préfet qui ne sera pas bien formé, et donc l'éducation est en crise. Quand vous regardez les enseignants qui recherchent à avoir une révalorisation salariale, tout dernièrement, vous avez vu des enseignants du secondaire, du primaire, qui voulaient avoir qui recherchaient une prime d'incitation. C'est normal, parce que quand on compare les enseignants chargés de former les de demain, qui n'ont aucune prime, vous les voyez à l'intérieur du pays, dans des petits villages, qui font tous les efforts, et qu'à côté, on voit des personnes qui ont des primes. C'est révoltant pour le corps enseignant. Merci, Dr Cabron. Monsieur Nguessan, votre avis sur la question? Je reprends encore une fois de plus les propos du président. Il n'existe aucun pays qui s'est développé en négligeant son système éducatif. Voilà. Et les problèmes ont toujours existé. Vous prenez chaque corporation a ses problèmes. Mais le refus du dialogue n'est pas acceptable.
le refus du dialogue n'est pas acceptable. Et que cela impacte des élèves, que vous les voyez dans la rue, ça, pour moi, c'est quelque chose qui me fend le cœur. Je suis un pur produit du système éducatif ivoirien. Le président Oufouette, les ministres qui se sont succédés, son gouvernement, le PDCI, a pris soin de protéger les enfants qui reçoivent l'éducation des différents problèmes qu'ils pouvaient avoir, comme s'il y avait un parapluie qui nous permettait, nous, de pouvoir nous développer, d'éclore. Plusieurs personnes ici, nous sommes tous le fruit de ce système éducatif. Pourquoi, pour un parti qui se veut oufouettiste, on ne peut pas reprendre ces schémas de discussion avec les différents corps enseignants, de sorte que les élèves et les étudiants soient protégés et que, comme une graine, ils puissent éclore sous la protection du gouvernement. Aujourd'hui, ils sont exposés. Vous les voyez dans la rue, j'ai vu des images d'enfants en train de défiler. Ceci est inadmissible. Ceci est inadmissible. Et on n'est pas en train de former les élites de demain dans les conditions actuelles. Je me réjouis du fait que, un peu tardivement, on ait accepté d'avoir la discussion, mais la discussion doit continuer, on doit les écouter. La bonne nouvelle, c'est que dans 6-7 mois, les enseignants vont devenir à nouveau les enfants chéris de la République. Donc, un peu de patience, prenez déjà ce qu'ils vont vous donner, et un peu de patience, supportez l'initiative du président. Et puis, dans 7-8 mois, à nouveau, ils seront la prunelle de la République. Vous voyez, moi je suis un peu fruit du système éducatif qui a été mis en place par le PDCI. J'ai été boursière de la 6e à la terminale. Ensuite, boursière depuis la première année. Mais aujourd'hui, ça fait 2 ans que les étudiants à l'université réclament leur bourse et qu'ils ne peuvent pas l'avoir. Ils ne peuvent pas l'avoir. C'est un problème. On augmente le coût de la scolarité qui passe de 6 000 francs à 60 000 francs pour le premier cycle et de 25 000 francs à 90 000 francs pour ceux qui sont au second cycle. Depuis 2 ans, ils n'ont pas de bourse. Comment ils font pour des personnes qui viennent de familles modestes? Comment ils arrivent à subvenir à leurs besoins? Ils ne peuvent pas. Bon, je viens même dans le système universitaire. Vous voyez, les infrastructures ne sont pas assez intéressantes pour avoir une éducation de qualité. Le président a dit dernièrement que la Côte d'Ivoire est 13e sur 14 avant-dernier. Mais c'est normal quand, par exemple, vous arrivez dans un amphi qui n'a pas de micro et que les étudiants sont obligés de se cotiser pour acheter des piles ou pour acheter même le micro, le matériel qui sert à l'éducation. C'est un problème. Pour en revenir aux enseignants qui doivent avoir une discussion avec le gouvernement, quelles sont les revendications de ces enseignants et sont-elles légitimes selon vous? La revendication, comme on l'a dit, c'est la revalorisation salariale, c'est la liberté syndicale. On est dans un pays démocratique et on doit pouvoir avoir des discussions saines avec le gouvernement parce qu'on aspire à un bien-être. Chacune de nous aspire à un bien-être. Et donc, si un corps demande à avoir des discussions avec le gouvernement, je trouve ça légitime. Et leur revendication, elle est légitime. Aspirer à un bien-être, vouloir avoir un salaire plus révalorisé, je trouve légitime. J'ai une question. C'est légitime. D'abord, il faut constater que c'est dommage qu'on en arrive à ce niveau. Il y a eu des demandes, il y a eu des appels du pied, il y a eu plusieurs tentatives d'avoir une discussion. Pourquoi chaque fois on doit arriver au bras de fer avant d'être écouté? Pourquoi? Je me pose la question. Je fais un parallèle entre cette situation et la situation des partis politiques. Plusieurs courriers envoyés au gouvernement pour avoir une audience, pour avoir la possibilité de discuter, jusqu'à ce qu'on arrive à une situation où le PDCI, à la suite du PPACI, se retire de la commission électorale. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui a disparu dans ce pays. Le fil du dialogue a été rompu. Il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de discussion. Et cela, il n'est pas tard, je le répète, on peut encore renouer le fil du dialogue. Le gouvernement avait sollicité
les enseignants pour une trêve sociale, mais est-ce qu'il est nécessaire de faire la grève durant cette trêve? Effectivement, il y a une trêve sociale. À la sortie de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, l'État a demandé qu'il y ait une trêve sociale, qu'il n'y ait pas de grève sur un certain nombre d'années. Mais pendant la trêve sociale, il est important de dialoguer, de discuter, pour pouvoir obtenir des choses. Mais quand le fil du dialogue est rompu, il est clair que les enseignants, que le corps enseignant puisse faire des grèves. Et c'est plus grave. Ce qui est plus grave, c'est que lorsqu'il y a des grèves, l'État ponctionne les enseignants qui ont fait ces grèves. Et en 2018, il y a eu des grèves qui ont été faites. Et les enseignants ont eu leur salaire ponctionné. Et cette fois-ci, dans les revendications, les enseignants demandent à ce qu'on ne ponctionne pas leur salaire parce qu'ils ont eu à faire des grèves. C'est exactement cela. La trêve sociale ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dialogue. Mais il faut déjà revenir sur un point. Le droit à la grève est inscrit dans notre Constitution. Donc c'est un droit qu'ils ont, les enseignants. Et tous les corps de métier là. Tout le monde peut le faire. Mais si il y a un cadre de discussion permanent et qu'on s'écoute, il ne faudrait pas qu'on ait un dialogue de sourds. Si on s'écoute et qu'on sent une certaine progression dans... Les enseignants sont des personnes raisonnées et raisonnables. C'est simplement que ce corps s'est retrouvé face à un mur. Tout comme, aujourd'hui, les partis politiques de l'opposition se retrouvent face à un mur. Si ce mur est levé, qu'on se parle, qu'on s'entend, qu'on se comprend, et qu'il n'y a pas de mauvaise foi, on trouvera toujours des solutions pour faire avancer. Cette situation traduit-elle un malaise plus profond dans le système éducatif ivoirien? Je ne veux pas dévoiler avant les voix les plus compétentes les travaux qui ont été réalisés par plusieurs professionnels au niveau du PDCI sur le projet de société que nous nous apprêtons à proposer aux Ivoiriens. Mais il est clair, quand vous regardez les conclusions, que l'école est malade. L'école est malade, que ce soit dans les infrastructures, que ce soit dans les programmes, que ce soit dans les équipements, l'école est malade. Et ce malaise, en fait, les symptômes que nous voyons aujourd'hui, ce n'est que le résultat de cette maladie. Juste un élément. Je disais tout à l'heure, je suis un pur produit du système éducatif. Mais le système éducatif dont je vous parle, du temps du PDCI, était porté par le public. Et était valorisé les enfants qui étaient dans le public. Je n'ai fait aucune école privée de mon parcours. École primaire, collège, lycée, je n'ai fait aucune école privée. Aujourd'hui, c'est carrément l'inverse. Il est un parent qui a un peu de moyens, cherche avant tout à ne pas mettre son enfant dans une école publique. Dans une école publique. Dans une école publique. Vous prenez typiquement notre président, il est allé dans une école publique. Tout le monde, même les citoyens moyens aujourd'hui, cherchent à mettre son enfant dans une école privée. Parce que l'école ivoirienne est malade. Les dignitaires de ce pays ont fait l'école publique. Les ministres aujourd'hui, le système éducatif qui a été mis en place par le PDCI-RDA est un système éducatif qui permettait à tout le monde de pouvoir avoir son compte. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? L'école est malade. Quelles sont donc les solutions que vous proposez pour permettre au système éducatif ivoirien de retrouver son lustre d'antan? Joker. Je me propose de ne pas répondre à cette question. Pourquoi? Des voix plus autorisées que moi viendront vous présenter notre projet de société. Et croyez-moi, il est ambitieux et il est réaliste. Nous avons travaillé, les experts ont travaillé, désolé, je n'étais pas dans cette commission, mais il y a des propositions concrètes qui arrivent. Je voudrais, si vous me le permettez, dire une chose. Allez-y. Nous allons, dans les jours, les semaines qui arrivent, envoyer un projet de société. Mais c'est un projet de société qui se veut crédible. Ce ne sont pas juste des promesses en l'air. Tout à l'heure, je vous ai parlé du système électoral. Je vous ai parlé tout à l'heure de la plateforme que nous sommes en train de mettre en place. Si vous allez sur le site internet du PDCI, vous allez vous rendre compte que le pilier numéro 4 du plan d'action que le président du PDCI a proposé et qui a été adopté par le parti visait la préparation des élections. Et nous travaillons là-dessus. Sur chacun des points que
ce que nous faisons aujourd'hui, tout cela a été écrit. Et pour revenir à votre question, ce que nous allons proposer va être quelque chose que nous allons pouvoir mettre en œuvre. Ce n'est pas juste des paroles en l'air. Nous mettons aujourd'hui en pratique au niveau du PDCI, déjà en miniature, en laboratoire, ce que nous allons faire demain. Nous disons ce que nous faisons, je dirais même, nous avons dit ce que nous faisons aujourd'hui et ce que nous allons dire dans les jours qui arrivent au travers du projet de société. Vous allez voir que nous allons aussi mettre ça en œuvre. Nous tenons nos engagements. Et le président a dit à 400 jeunes cadres, 400 cadres qui ont travaillé à élaborer le programme de société du PDCI RDA. Dernièrement, il y a des personnes qui ont dit qu'ils ont eu à voir ce projet de société et que ce projet de société est de la littérature. Nous leur demandons de rester calmes parce qu'ils verront que c'est un projet qui contient vraiment des solutions réalisables pour les Ivoiriens. Parce que le président a dit, il donne des solutions, mais des solutions qui sont réalisables. Et les personnes pour mettre en application ces décisions qui ont été mises dans ce projet de société existent. Ils ont été formés par le système éducatif qui a été mis en place par le PDCI RDA. Et vous allez avoir la réponse à votre question de savoir qu'est-ce que nous proposons pour l'éducation en Côte d'Ivoire. C'est vraiment des professionnels dans chacun des 6 domaines qui ont travaillé sur ce projet de société. Donc, un peu de patience. Mais ce projet de société ne verra le jour que si le PDCI RDA sort vainqueur de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le peuple de Côte d'Ivoire est constitué... C'est un peuple intelligent. Le peuple est intelligent. Vous vous souvenez quand le président, une fois de plus, je reviens à Soubré, parlait de l'IDH. La première fois, vous avez plusieurs observateurs qui disaient oui, c'est un thème qui est un peu technique, est-ce que les gens vont comprendre? Aujourd'hui, vous voyez la réalité. Tout le monde a compris le message que le président voulait faire passer au travers de l'IDH. L'indice de développement humain. L'indice de développement humain. Le peuple ivoirien est intelligent. Quand ils vont voir les propositions, les réponses concrètes que le PDCI propose, ils sauront faire le bon choix. Et pour revenir à la question des enseignants, c'est vrai, je ne rentre pas dans le détail du projet de société pour lequel, franchement, ça a été un honneur pour moi de travailler à côté de tous ces professionnels, sous la conduite du vice-président Noël Akossi-Bendio, coordinateur général des activités du PDCI. Ça a été vraiment un honneur de fréquenter ces différentes personnes qui ont travaillé là-dessus. Et sans leur enlever l'opportunité de venir donner le détail de ce projet, je peux juste vous donner une primeur, juste une information. Allez-y. Les enseignants seront les enfants chéris de la République. Effectivement. Comme moi, en tant qu'enseignante, j'entends des choses, j'entends le président Cheikh Tidiane Thiam parler des enseignants qui seront les chouchous de la République. Je ne peux qu'être contente. Et savez-vous, quand l'enseignant est content, qu'il fait très bien son travail, ce sont les étudiants qui sont contents. Et moi, de plus en plus, les gens m'appellent parce que j'ai commencé à vendre le projet de société, pas les détails, mais j'ai commencé à vendre le ministre Cheikh Tidiane Thiam partout où je me trouve. Parce que c'était un modèle pour nous. Il a bénéficié du système éducatif ivoirien. Donc, il sait qu'en mettant en place un système éducatif sérieux, on pourra avoir demain des Cheikh Tidiane Thiam. Et les étudiants, ils sont contents. Quand ils l'écoutent, quand ils l'entendent, c'est une joie pour eux de savoir qu'enfin, il y a une personne qui est jeune, pas trop vieux, pas trop jeune, mais qui comprend leurs problèmes et qui vient leur offrir des solutions, je dirais, durables. Vous me donnez une opportunité. On avait commencé l'émission là-dessus. J'ai parlé de l'interview du président à la chaîne ITV News. Je voudrais inviter les Ivoiriens qui vont suivre cette émission de ne pas uniquement écouter l'émission. Allez lire les commentaires, allez lire ce que les Ivoiriens disent. Vous allez vous rendre compte. Au milieu des centaines de commentaires positifs, le commentaire qui m'a le plus marqué, c'est celui d'un jeune, je pense que c'est un jeune Ivoirien, qui a dit, et c'était écrit en anglais, il a dit « Je ne suis pas forcément un membre du PDCI, un supporter du président Thiam. Mais il y a une chose qui est sûre. Cet homme, quand il va arriver à la tête du pays,
va amener des changements fondamentaux, que ce soit dans les systèmes éducatifs ou la santé. Vous pourrez voir ce commentaire, il est toujours sur YouTube. Merci, M. Nguessan. J'aimerais vous demander votre dernier message à l'endroit des téléspectateurs avant de clore cette émission. Alors, dernier mot, donc je vais juste donner un mot. Mais évidemment, je vais le commenter un peu. Mon mot, c'est confiance. C'est vrai que par le passé, les Ivoiriens ont perdu confiance dans des systèmes comme celui de la CEI, dans le système électoral. Ils ont perdu confiance dans des élections qui sont réalisées. Les résultats apparaissent 3-4 jours après. Mais je vais leur demander d'avoir confiance. Le président et les différentes équipes qu'il a eu à mettre en place et nos différents partenaires travaillent à ce que cette confiance-là soit rétablie. Et l'outil que nous apportons, j'en ai parlé tout à l'heure, est juste un outil pour renforcer cette confiance. Je voudrais aussi revenir sur le mot confiance. Confiance, je demande aux enseignants d'avoir confiance. Les propositions qui sont faites vont apporter des réponses concrètes aux problèmes qu'ils sont en train de vivre, des problèmes de l'éducation. Donc, vraiment, si j'ai quelque chose que je dois laisser comme mot à la fin de cet échange, que j'ai trouvé par ailleurs très convivial, merci, c'est le mot confiance. Ayez confiance. Et le PDCI et ses alliés travaillent dans ce sens. Merci, M. Nguessan. Dr Cabran. Merci déjà pour l'opportunité que vous nous donnez de venir sur ce plateau. Aux téléspectateurs, aux Ivoiriens, je souhaiterais dire que l'éducation va retrouver ses lettres de noblesse. Ses lettres de noblesse parce que nous aurons enfin un président qui viendra, un président qui est le pur produit du système éducatif public ivoirien, qui viendra avec ses partenaires pour aider à redorer le blason de l'éducation nationale ivoirienne. Entre la construction d'un processus électoral crédible et le besoin urgent de redresser le système éducatif, la Côte d'Ivoire se trouve à un tournant. Ces deux piliers du développement et de la démocratie méritent plus que jamais notre attention. Merci à M. Nguessan et au Dr Cabran d'avoir répondu à nos invitations. Merci à vous, très chers invités, de nous avoir suivis pour cette émission. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro de Autrement Politique.